Le film commence en 1943 dans un village rural de Biélorussie, où un vieil homme crie furieusement. Il tente d'avertir les enfants locaux de rester à l'intérieur au lieu de vagabonder dans les champs ouverts. Mais un adolescent nommé Floria, accompagné de son ami, ignore les avertissements du vieil homme et continue de creuser dans un champ sablonneux. Récemment, cette région faisait partie d'un champ de bataille entre les forces soviétiques et les nazis, où ces derniers ont remporté la victoire. Ces jeunes garçons prévoient maintenant de rejoindre la milice locale appelée les partisans soviétiques, et il n'y a qu'une seule façon de le faire, trouver une arme pour soi-même. Cependant, si les Allemands occupants découvrent ce qu'ils font, les conséquences pourraient être graves. C'est pourquoi les deux garçons se cachent chaque fois qu'ils entendent un bruit. Ils continuent de creuser pendant longtemps et, par un coup de chance, Floria découvre un fusil SVT-40 dans une tranchée sablonneuse. Cela plonge les garçons dans un état d'extase, et ils commencent à célébrer. Mais alors, un avion de reconnaissance allemand survole soudainement et remarque leur activité. Le lendemain matin, chez lui, la mère de Floria apprend qu'il veut rejoindre l'armée de résistance. Elle est bien consciente que leur famille est condamnée si les Allemands envahisseurs découvrent cela. C'est pourquoi elle tend une hache à Floria et le supplie de la tuer, ainsi que ses deux jeunes sœurs. Mais l'adolescent reste silencieux et tente même de remonter le moral de ses sœurs en faisant des grimaces. Peu de temps après, deux membres des partisans arrivent à la cabane vêtus d'uniformes allemands. Ils sont venus enrôler l'adolescent, et Floria est aux anges. Il saisit son fusil et ses bagages avec enthousiasme et se met au garde-à-vous comme un soldat. L'attitude de sa mère change également, et elle accueille plutôt favorablement les hommes. Cependant, elle ne peut s'empêcher de verser des larmes à l'idée que son unique fils parte à la guerre. On apprend également que les partisans se déguisent en soldats allemands pour tromper les observateurs. Ils ne veulent pas que les familles de leurs nouvelles recrues soient persécutées par les nazis. C'est pourquoi ils font semblant d'arrêter le jeune garçon pour que tout le monde pense qu'il est emmené par les nazis. En fait, ils jettent même le garçon au sol, lui causant une coupure au front. La mère comprend également la situation et joue son rôle dans la mise en scène. Floria est ensuite poussée dans un wagon, et le groupe quitte le village. Le jeune garçon jette un dernier regard à sa chère mère et à ses deux jeunes sœurs avant de partir. Bientôt, Floria arrive au camp de résistance soviétique, où sont stationnés quelques centaines de soldats. Il est ravi de devenir un milicien de bas rang et exécute toutes les tâches subalternes qu'on lui demande. Floria observe autour de lui et voit de nombreuses recrues profiter de leur rôle dans la cause, montant même sur des chars. Il est bientôt invité à participer à une séance photo pour montrer leur unité contre l'invasion allemande. Plus tard, au crépuscule, le commandant des partisans, Kozach, demande à la nouvelle recrue de se présenter. Il lui ordonne également de tirer sur quiconque n'arrête pas et ne récite pas le mot de passe avant d'entrer dans leur camp. Malheureusement, Floria échoue à cette tâche lorsqu'une jeune fille nommée Glacha suit le commandant. Il tente de lui demander le mot de passe, mais elle l'écarte sans cérémonie. Quelques heures plus tard, la nouvelle recrue est remplacée par deux gardes expérimentés pour la patrouille. Le lendemain, Floria travaille dur en nettoyant un bassin en acier utilisé pour faire bouillir de l'eau. Il se sent jaloux des autres jeunes hommes qui font la cour à la fille qu'il a vue la veille. Plus tard, l'officier commandant, Kozach, convoque tout le peloton de partisans pour une réunion. Il les informe des dangers de combattre Hitler et leur ordonne de défendre chaque centimètre de leur territoire. Après avoir briefé les hommes, le commandant stoïque demande si quelqu'un est incapable de marcher. Un membre s'avance et déclare qu'il ne peut pas marcher à cause de l'état de ses bottes. De manière plutôt surprenante, Kozach ordonne à Floria de lui échanger ses bottes, et ce dernier accepte à contre-séure. Le jeune garçon veut faire partie de l'action, mais échanger ses bottes signifie qu'il sera laissé au camp. Peu de temps après, l'armée de résistance part en marche, laissant Floria s'occuper du camp. Alors qu'il erre dans le camp, il entend quelqu'un pleurer au loin et va voir. Il s'avère que c'est Glacha, la même belle jeune femme qu'il a vue plus tôt. Incapable de retenir ses émotions, Floria s'assoit devant elle et commence également à pleurer. Après avoir évacué leur frustration, ils commencent à rire et apprennent à se connaître. Glacha affirme que Floria a été laissée derrière parce qu'il semble trop faible pour se battre. Ils discutent ensuite d'autres sujets lorsque, soudainement, Glacha l'embrasse. Floria ne s'y attendait pas du tout et la repousse sous le choc. Quelques instants plus tard, les deux voient un groupe de parachutistes allemands descendre du ciel. Cela est suivi de bombardiers plongeants qui sèment le feu sur tout le camp de résistance. Les bombardements détruisent tout sur leur passage et créent un chaos que les adolescents n'avaient jamais vu. Floria est assourdi après le bombardement et tente de retrouver son nouvel ami. Mais il voit à la place un soldat allemand coincé dans les arbres, ce qui le fiche sur place. Ce n'est que lorsque Glacha l'attrape qu'il reprend ses esprits, et les deux s'enfuient dans la forêt. Cependant, juste après quelques minutes, les parachutistes allemands commencent à tirer dans leur direction générale. Cela pousse le duo à se cacher dans une tranchée, où ils observent leurs ennemis à distance. Ils n'ont pratiquement nulle part où aller,
Alors Floria rassemble du bois et de la végétation pour créer un abri de fortune. Une fois qu'il a terminé, il fait signe à Glasha d'entrer, et les deux finissent par dormir l'un contre l'autre pour se réchauffer. Quelques heures plus tard, il se dirige vers le village de Floria dans l'espoir de manger un repas chaud et de retrouver sa famille. Mais les choses semblent complètement différentes à leur arrivée, car le village est étrangement silencieux, sans une âme en vue. Floria aperçoit de la fumée s'échappant de la cheminée de sa maison et suppose que sa famille est peut-être partie il n'y a pas très longtemps. Il prend alors une soupe chaude sur le feu et l'offre à Glasha. Cependant, elle remarque un nombre inhabituel de mouches sur la table et plusieurs poupées étendues à proximité. Cela fait réaliser à Floria que sa famille pourrait se cacher tout près, dans un endroit où les Allemands ne s'aventureraient jamais. Suite à cela, le jeune garçon sort en trombe et court vers l'arrière de sa maison, près d'une forêt dense. Glasha le suit, mais lorsqu'elle regarde en arrière, elle aperçoit un tas de corps sans vie et à moitié nus. Bien que cela l'horrifie, elle ne le dit pas à son ami, sachant que cela le détruirait. De son côté, l'ignorant Floria tente de traverser un marécage pour atteindre la forêt de l'autre côté. Glasha le suit, mais il manque de se noyer dans l'eau boueuse. Elle essaie de raisonner Floria, mais il refuse de l'écouter. Glasha n'a alors plus le choix et finit par lui révéler la vérité sur les corps qu'elle a vus derrière la maison. Choquée et bouleversée par cette révélation, Floria l'étrangle et la pousse dans le marécage. Mais il se rend rapidement compte de son erreur et saute pour la sauver. Quelques instants plus tard, un combattant partisan nommé Ruba arrive et sauve Glasha du marécage. Furieuse, elle accuse Floria d'avoir tenté de la tuer, croyant qu'il perd la tête. Mais le soldat met fin à leur dispute et les emmène vers un grand groupe de villageois qui ont fui les Allemands. Là, Floria retrouve le vieux chef du village qui l'avait averti auparavant, lui et son ami, de l'invasion allemande. L'aîné révèle qu'il a été témoin de l'exécution de la famille de Floria et qu'il n'aurait jamais dû déterrer les fusils. En entendant cela, Floria comprend enfin que sa famille a été tuée à cause de son imprudence. Submergé par la culpabilité, il tente de se donner la mort en enfouissant sa tête dans la boue. Mais Glasha et les villageois le sauvent et le nourrissent plus tard, alors qu'il commence à accepter la réalité. Ruba coupe ensuite des mèches des cheveux de Floria, qui sont enterrés dans le sol en guise de symbole de sa survie. Pendant ce temps, les autres réfugiés commencent à fabriquer une effigie ressemblant à un épouvantail d'Hitler et à la cracher dessus. Ruba mène ensuite un groupe d'hommes valides du camp, y compris Floria, pour une mission de ravitaillement. Il trouve bientôt de la nourriture dans un entrepôt voisin, mais réalise rapidement qu'il est gardé par des troupes allemandes. L'ennemi ouvre le feu, forçant les soviétiques à fuir dans la forêt dense et à s'y cacher pour la nuit. Le lendemain, il place l'épouvantail d'Hitler au milieu d'un carrefour pour se moquer des Allemands envahisseurs. Pendant ce temps, le groupe enfuit terre dans la région et s'arrête près d'un champ de mines. Des tracts russes sont éparpillés sur le sol, indiquant que des troupes alliées étaient récemment passées par là. Quelques heures plus tard, le soleil commence à se coucher, et le groupe décide de traverser une route en terre jonchée de mines. Cependant, deux des hommes marchent imprudemment sur une mine, ce qui entraîne leur mort. Cela force Ruba et Floria à continuer seuls, et ils finissent par s'approcher d'un village occupé. Plus tard dans la nuit, le duo vole une vache à un fermier et s'enfuit sous le couvert de l'obscurité. Ils sont tellement excités par leur prise qu'ils commencent à traire la vache sur le champ. Mais leur bonheur est de courte durée, car les Allemands commencent à tirer sur eux de toutes les directions. Floria se met rapidement à couvert au sol, mais le pauvre Ruba n'a pas cette chance et est immédiatement abattu. Le garçon désespéré rampe pour attraper la vache, mais elle est également pulvérisée par les tirs ennemis. Floria éclate en sanglots à cette vue et finit par s'endormir sur le corps sans vie de la vache. Le lendemain matin, Floria se réveille entourée d'un épais brouillard. Il tente de couper un morceau de viande sur la vache, mais son couteau est trop petit pour cela. Il est donc contraint de laisser la carcasse et de poursuivre son chemin. Peu après, Floria tombe sur une charrette tirée par un cheval et essaie de la voler, mais le propriétaire l'en empêche. Une dispute éclate entre eux, mais un camion allemand qui approche interrompt leur querelle. Heureusement, le vieil homme change d'attitude et cache Floria sous le foin. Il lui demande ensuite de prétendre être son petit-fils et le ramène chez lui. À leur arrivée, le vieil homme présente Floria au reste de sa famille fictive. Mais les présentations sont interrompues lorsque des soldats allemands entrent brusquement et s'installent à table. Certains membres de la famille, nerveux, leur servent à manger tandis que les autres restent paralysés par la peur. Les soldats ordonnent ensuite à tout le monde de sortir, prétextant une inspection de routine pour vérifier leur conformité. Floria devine leurs mensonges et tente de prévenir les autres qu'ils vont être tués, mais personne ne l'écoute. Tandis que les hommes sont contraints de marcher en groupe, les femmes et les enfants se précipitent pour montrer leurs papiers, croyant qu'ils seront envoyés en Allemagne. En guise de symbole de la prise de contrôle, un fermier blessé est forcé de tenir une pancarte proclamant Hitler comme le libérateur du village. Plus tard, tout le monde, y compris Floria, est enfermé dans une église en bois.
La panique s'installe tandis qu'ils tentent de s'échapper. Un officier annonce alors que ceux qui veulent partir peuvent passer par la fenêtre, à condition de laisser leurs enfants derrière eux. La plupart refusent évidemment et proclament qu'ils préfèrent mourir plutôt que d'abandonner leurs enfants. Floria, qui est seul, parvient à s'échapper par la fenêtre, mais il est rapidement capturé par un officier. Il est alors jeté au sol et forcé d'assister à l'horreur qui se déroule. Peu après, une jeune femme tente de fuir avec son bébé. Les soldats jettent l'enfant à l'intérieur de l'église en feu et traînent la femme par les cheveux. Elle hurle désespérément pour son enfant, mais les nazis se moquent d'elle. Ils se tournent ensuite vers un juif qu'ils torturent et tuent brutalement. Comme si cela ne suffisait pas, ils lancent des grenades et des cocktails Molotov dans l'église, la réduisant en cendres. Les personnes à l'intérieur crient en brûlant, tandis que Floria regarde tout cela avec horreur. Les nazis ne s'arrêtent pas là et utilisent des lance-flammes et des mitrailleuses pour s'assurer qu'aucune âme ne survive. Après ce carnage, un officier allemand pointe une arme sur la tête de Floria, mais il ne le tue pas. À la place, il pose pour une photo, transformant le garçon en accessoire de leur sinistre plaisanterie. Les nazis forcent ensuite la jeune femme capturée à monter dans leur camion, où elle est brutalement agressée. Comme dernier acte de cruauté, ils transportent une vieille femme malade dans son lit et la laissent mourir dehors. Plus tard, Floria est hors du village incendié en direction des Allemands. Ils découvrent bientôt qu'ils ont été attaqués par un groupe de partisans soviétiques. Le garçon récupère des bandages dans le sac d'un officier allemand et retrouve finalement sa veste et son fusil dans un champ de foin. Il retourne au village et découvre que ses camarades partisans, dirigés par Kozach, ont capturé 11 Allemands, dont le commandant cruel responsable du massacre. Alors que certains des prisonniers supplient pour leur vie et rejettent la faute sur les autres, un jeune nazi fanatique reste inflexible. Il promet que leur mission génocidaire se poursuivra, quoi qu'il en coûte. Sur ordre de Kozach, un collaborateur verse de l'essence sur les prisonniers allemands, mais avant qu'ils ne soient brûlés, ils sont abattus par les partisans. La foule célèbre cette victoire, mais Floria reste traumatisé par tout ce qu'il a vu. Alors que tout le monde s'en va, Floria remarque un portrait encadré d'Adolf Hitler dans une flaque d'eau. Enragé, il tire dessus à plusieurs reprises. Dans un moment de contemplation, il imagine la vie d'Hitler défiler à l'envers d'un bébé à un artiste raté, un soldat, puis une figure politique montante. Floria cesse de tirer et s'effondre en larmes, se demandant si tout ce qu'il a fait a eu un sens. Finalement, il rejoint ses camarades, et ils marchent ensemble dans la forêt de bouleaux, sous un manteau de neige. L'histoire se termine par une réflexion sombre sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Grande Guerre patriotique, les nazis ont brûlé 628 villages biélorusses. Le 22 mars 1943, lors de ce qui est maintenant connu sous le nom de « massacre de Katyn », des villages entiers ont été détruits et des civils innocents massacrés de sang-froid.